où la mer sépare les rêves. Entre nostalgie et horizon, la vie d'un Breton sous d'autres cieux. Votre café est-il prêt? Bienvenue dans Un café, une histoire. Le coin où les vies deviennent des récits et les souvenirs deviennent compagnie. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire particulière, celle d'Emmanuel, un homme des vallons verdoyants du Morbihan, Bretagne, dont l'amour l'a conduit à traverser des océans, dont l'espoir l'a maintenu en vie pendant la guerre et dont la confiance. Eh bien, vous découvrirez cela au fur et à mesure. Si cette histoire vous captive autant qu'elle m'a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre j'aime. Chaque tasse de café partagée nous aide à continuer à trouver plus de vie à raconter. Maintenant, prenez votre tasse, installez-vous confortablement et commençons. Les années verts. Au cœur de la province du Morbihan, où le vert est plus vert et la pluie chante ses propres complaintes, se berçait le village d'Emmanuel. Là, entre chemins de terre et maisons de pierre qui semblaient pousser de la montagne même, s'écoula son enfance. Un mélange de soleil, de sueur et de ciels infinis. Ses journées, comme celles de tous les enfants du village, étaient un équilibre précaire entre l'école et les champs. Le matin, les lettres et les chiffres se battaient dans sa tête avec le sommeil. L'après-midi, ses petites mains apprenaient le langage de la terre, à semer, à récolter, à écouter le soupir du blé. Mais sa véritable école était l'atelier de son père. L'arôme de copeaux de chêne et de vernis se logea dans son âme pour toujours. Là, entre les ciseaux à bois et les rabots, son père lui enseigna le métier qu'il portait dans le sang, l'ébénisterie. « Un meuble, mon fils, lui disait son père, les mains calleuses caressant une planche, n'est pas que du bois, c'est de la patience, c'est du respect, c'est laisser une partie de ton histoire dans chaque coupe. » Et Emmanuel apprit, non seulement à assembler des bois, mais à les écouter. Sous ses doigts, un morceau de châtaignier devenait une chaise solide, un morceau de noyer, un coffre pour les rêves d'une jeune mariée. C'étaient des temps d'une dure simplicité. La joie des fêtes du village, où tous étaient famille, se heurtait au spectre de la disette. Les hivers étaient longs et le pain parfois rare. Emmanuel grandit en comprenant que la vie était un travail constant, une lente sculpture comme le bois. Et dans ce monde de travail et de communauté, grandit aussi un sentiment qui illuminerait tous ses jours à venir. Un sentiment qui prit la forme d'une jeune fille aux longues nattes et au sourire qui sentait le printemps. Camille. Le serment sous le chêne. Ce fut à la fête de la Saint-Jean, avec le village en habit de fête et l'air chargé de fumer des feux de joie, que son chemin croisa celui de Camille pour toujours. Elle dansait avec des rubans colorés qui ondulaient dans ses cheveux comme des papillons. Lui, timide et les mains encore marquées par les copeaux, s'approcha le cœur battant la chamade. Dans sa main, il serrait une petite figurine en bois, un oiseau qu'il avait sculpté pendant les longues après-midi d'hiver en pensant à elle sans le savoir. « C'est pour toi », murmura-t-il, sentant que ces 3 mots étaient les plus courageux qu'il ait jamais prononcés. Camille prit l'oiseau avec un sourire qui illumina son visage, et ses doigts effleurèrent les siens pendant un instant qui parut une éternité à Emmanuel. « Et pourquoi un oiseau ?» demanda-t-elle avec curiosité. « Pour qu'il revienne toujours à l'endroit où il est né, » répondit-il, et dans ses yeux se lisait une promesse qui allait au-delà des mots. À partir de ce jour, le monde eut de nouvelles couleurs. Les rencontres furtives au bord de la rivière, les lettres cachées, les regards qui se cherchaient pendant la messe du dimanche. Chaque moment à ses côtés était un trésor qu'il conservait jalousement. Emmanuel travaillait dans l'ébénisterie avec une passion renouvelée, rêvant de construire un futur assez solide et beau pour la mériter. Mais l'horizon de leurs rêves s'assombrissait. Les nouvelles venant de loin parlaient de conflits, d'une guerre en Algérie qui réclamait de jeunes hommes. Un après-midi, il la retrouva sous le vieux chêne de la colline, celui qui avait vu naître et grandir des générations du village. « Je dois faire mon service, Camille », et la douleur dans sa voix était si palpable que l'air se refroidit autour d'eux. « Je dois partir ». Le silence s'installa entre eux, rompu seulement par le murmure des feuilles. Elle serra l'oiseau de bois contre sa poitrine. « Reviens », chuchota-t-elle, et dans ce mot tenait toute la peur et tout l'espoir du monde.
même si je dois marcher sur le feu, jura-t-il en lui prenant les mains. Reviens pour moi, Emmanuel, je t'attendrai. Et là, sous l'ombre protectrice du chêne, ils scellèrent un pacte qu'ils crurent plus fort que la guerre et plus grand que la distance. Une promesse que le vent emporterait, traverserait la mer et serait mise à l'épreuve sur les champs de bataille. L'ombre du devoir. L'automne 1956 apporta avec lui un froid qui pénétrait jusqu'aux os et une lettre portant un cachet officiel qui trembla dans les mains d'Emmanuel. La France était en guerre en Algérie, et son nom, comme celui de tant d'autres jeunes hommes, avait été marqué par le devoir. Les adieux à la gare furent une déchirure silencieuse. Sa mère, Rose, séchait ses larmes avec son tablier et ses lèvres murmuraient une prière que le vent emporta. Son père, le regard perdu à l'horizon, lui serra l'épaule avec une force qui en disait plus que 1000 mots. « Prends soin de toi, mon fils », fut tout ce qu'il put articuler. Mais dans ses yeux, Emmanuel lut la fierté et la peur se livrant une bataille silencieuse. Mais ce fut l'image de Camille, pâle et sérieuse, qui se grava au fer rouge dans sa mémoire. Elle s'approcha et lui rendit le petit oiseau de bois. « Emporte-le avec toi », chuchota-t-elle, « pour qu'il te rappelle qu'ici ton nid t'attend. » Leurs doigts s'entrelacèrent une dernière fois, un contact fugace qui devait durer de longs mois. Le train siffla, long et déchirant, et la Bretagne s'estompa derrière la vitre, devenue une tache verte et grise. Les jours de voyage furent un deuil long vers l'inconnu. Les vers familiers cédèrent la place à des plaines poussiéreuses, puis à la mer, un bleu immense et terrifiant qui le séparait de tout ce qu'il aimait. Le bateau vers l'Algérie fut une prison de fer et d'embrun. Sur le pont s'entassaient des centaines de garçons comme lui, avec la même peur dissimulée dans les yeux et la même incertitude gravée sur le visage. Les conversations n'étaient que chuchotements sur le désert, les combats, l'ennemi. Les nuits, quand les gémissements des autres recrues se mélangeaient au craquement de la coque, Emmanuel sortait l'oiseau de bois et le caressait dans l'obscurité. C'était sa seule ancre à la raison dans cet océan d'incertitude. Il creusait de petites rainures dans le bois avec son ongle, marquant les jours, transformant l'objet en carte de sa patience. Dans ses pires moments, il fermait les yeux et retournait dans l'atelier de son père. L'odeur de copeaux frais, le son du râpeau lissant le bois, la voix calme de son père expliquant les secrets du chêne. C'étaient des souvenirs devenus son refuge mental, un bouclier contre la peur qui grandissait à chaque mille, les rapprochant de l'Afrique. « Je reviendrai », chuchotait-il au vent serein, « même si je dois marcher sur le feu. » Le bruit des vagues semblait lui répondre par un murmure cynique. « Et si le feu te consume, Breton, et si le désert s'infiltre dans ton âme et ne peut en sortir ?» Terre de sable et de peur. Le premier choc du soleil africain fut un coup de massue. L'air chaud et chargé de poussière lui déchira la gorge. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'Emmanuel avait pu imaginer. Ce n'était pas la terre fertile de Bretagne, mais un paysage d'une autre planète, interminable, hostile et baigné d'une lumière blanche qui aveuglait. L'armée ne fut pas une école de discipline, ce fut une usine à peur. Les instructeurs, vétérans en visage buriné et regard vide, leur apprirent à démonter un fusil, à creuser une tranchée, à tuer. Mais personne ne leur apprit à vivre avec la terreur qui s'installait dans leurs entrailles chaque nuit quand le silence du désert se peuplait de rumeurs et d'ombres. Là, il rencontra Antoine, un garçon de Provence au sourire facile et aux yeux qui conservèrent encore un peu de lumière. Ils devinrent frères dans cet enfer de sable. Ensemble, ils partagèrent l'eau rare, les lettres de maison et la peur. Antoine lui parlait de ses oliviers, de sa fiancée. Emmanuel lui montrait l'oiseau de bois et lui racontait Camille. Dans leurs voix, la Bretagne et la Provence se fondaient en une même aspiration, revenir. Mais la guerre est une dévoreuse de rêves. Par une aube confuse, lors d'une escarmouche aux abords d'Alger, le sifflement d'une balle se transforma en un cri étouffé. Antoine tomba à ses côtés, les yeux grands ouverts, regardant un ciel qu'il ne verrait plus. Le sang tacha le sable, rouge et obscène. Il le maintenait, impuissant, tandis que la vie lui échappait entre les doigts. « Écris à ma mère » fut le dernier murmure de son ami. Ces mots se gravèrent dans son âme, plus profondément qu'aucune cicatrice. À partir de ce jour,
Quelque chose se brisa en Emmanuel. La guerre n'était plus une aventure lointaine, c'était le sang d'un ami sur ses mains, le poids d'une promesse à une mère qu'il ne connaîtrait jamais. Chaque aube était une loterie macabre. Il vit des garçons de sa classe d'âge, avec qui il avait partagé le voyage, tomber comme des pantins brisés. Il vit l'horreur sous toutes ses formes, et au milieu de ce chaos, seules deux choses le gardaient sain d'esprit. La rage froide de celui qui sait qu'il doit survivre, et l'image de Camille, devenue son phare, sa prière, sa seule raison de ne pas abandonner. Les nuits, sous une voûte d'étoiles qui semblait indifférente à sa souffrance, il gravait de petites encoches dans l'oiseau de bois. Chacune était un jour de moins, un jour de plus vers la maison, un jour de plus vers elle. Au milieu de l'enfer de sable, les lettres de Camille arrivaient comme des miracles. C'étaient des papiers pliés et froissés, parfois tachés par le voyage, mais pour Emmanuel, ils contenaient l'air pur de la Bretagne. Chacune était un trésor qu'il lisait et relisait jusqu'à la mémoriser. « Cher Emmanuel », commençait une. « L'hiver a été long, mais le chêne où nous nous sommes dit au revoir est toujours debout, solide. Ton père dit que le bois de châtaignier de cette année est le meilleur qu'il ait jamais vu. Moi, je pense seulement qu'il sera parfait pour le futur que nous construirons. » Emmanuel lui répondait dans les tranchées, avec le bruit de la guerre comme témoin. Il écrivait sur le froid qui n'était pas celui de sa terre, sur la faim qui ne savait pas le pain de la maison, sur la peur qu'il combattait en se souvenant de son visage. « Ma chère Camille », écrivait-il une nuit, « aujourd'hui a été un autre jour de survie, mais ton souvenir est ma tranchée personnelle, l'endroit où aucun mal ne peut m'atteindre. Je tiens l'oiseau de bois que tu m'as donné et je ferme les yeux. Soudain, je ne suis plus dans ce désert, je suis avec toi, sous la pluie bretonne, et ton sourire est mon seul soleil. » La correspondance était un pont fragile sur un océan d'incertitude. Parfois les lettres se perdaient ou arrivaient avec des mois de retard. Quand une nouvelle lui parvenait, Emmanuel s'isolait du monde. Il l'ouvrait avec des mains tremblantes, dévorant chaque mot comme si c'était de l'air pur. Dans une d'elles, Camille écrivit quelque chose qui le remplit d'une force renouvelée. « Le village semble plus petit sans toi, mais chaque nuit je regarde les mêmes étoiles que tu vois et je sais qu'à quelque part sous ce même ciel, tu es en vie et tu te bats pour revenir à moi. Ne laisse pas le désert te voler l'espoir, mon amour, car ici je t'attends et mon espérance est plus grande que n'importe quelle guerre. » Ces mots devinrent son armure. Tandis qu'il gravait une nouvelle encoche dans l'oiseau de bois, il murmurait « Il reste 1001 nuits, Camille, 1001, et alors mes pieds fouleront à nouveau la terre qui nous a vu naître. » Le retour de l'étranger. 3 ans, 1095 jours, c'est ce qu'avait duré l'absence. Quand le bateau accosta enfin dans le port de Lorient, Emmanuel était un homme différent. Il portait l'uniforme usé, une valise légère et le poids d'un silence qu'il ne savait comment briser. Ses yeux, autrefois pleins de la lumière tranquille des champs, captaient maintenant chaque mouvement avec la méfiance rapide du soldat. La Bretagne l'accueillit avec son manteau vert et sa bruine fine, mais le retour ne fut pas facile. Au village, les choses avaient changé. Sa sœur cadette, la fillette qu'il se rappelait jouant avec les poules, était maintenant une femme mariée, avec un enfant dans les bras. Son père avait rétréci, les années et l'inquiétude gravées dans son dos qui se courbait un peu plus, et sa mère. Dans les yeux de sa mère, il vit le reflet de ses propres nuits d'insomnie. Mais les retrouvailles les plus difficiles furent avec Camille. Il lui donna rendez-vous sur le port, celui même d'où il était parti. Elle arriva avec sa même démarche, mais avec une nouvelle réserve. Lui, avec ses mains maintenant plus rudes, tenta un sourire qui sortit de travers. « Camille », ce fut tout ce qu'il trouva à dire. Elle le regarda, et pendant un instant terrible, Emmanuel vit dans ses yeux qu'elle ne reconnaissait pas le jeune homme qui était parti. Elle reconnaissait l'homme qui revenait, oui, mais il y avait un abîme entre les deux. « Tes yeux », chuchota-t-elle, « ils ont une ombre qui n'était pas là. » Il baissa le regard. Comment expliquer que cette ombre, c'était le désert, c'était Antoine, c'était les amis qui ne reviendraient pas? Au lieu de mots, il sortit l'oiseau de bois. Il était usé, marqué par des centaines d'encoches, mais intact. Elle le prit entre ses mains et pour la première fois sourit vraiment. « Tu es revenu », dit-elle, et dans cette phrase tenait tout le soulagement du monde. Mais la joie des retrouvailles se heurta vite à la réalité. La pauvreté était toujours là, tapis dans les maisons de pierre, dans les garde-manger à moitié vides. Les bénisteries de son père suffisaient à peine à les nourrir. Et un après-midi, en se promenant sur le chemin menant à la rivière,
Camille lui serra la main. « Nous ne pouvons pas vivre de souvenirs, Emmanuel, ni de promesses du passé. » Il le savait chaque fois qu'il voyait son père lutter avec le bois, chaque fois que sa mère calculait la farine pour la semaine. Le rêve d'une vie ensemble se brisait contre la même pierre qu'avant, le manque. C'est alors qu'arriva la nouvelle d'une connaissance du village qui avait émigré au Québec et y avait fait fortune. La conversation surgit un soir devant l'âtre. « Là-bas, il y a des opportunités, Emmanuel, » dit son père sans le regarder. « Ici, ce n'est que la même chose. » Camille l'observait en silence. Et Emmanuel, qui avait survécu à la guerre, sentit son sang se glacer, parce qu'il comprit que pour construire leur futur, ils devraient repartir. Ils se mariaient un jour d'avril, quand le printemps teignait les champs de jaune et de vert. Le mariage fut simple, dans la même église où Emmanuel avait été baptisé. Camille portait une robe empruntée et l'oiseau de bois caché dans son bouquet de fleurs sauvages. Lui, avec un costume qui avait appartenu à son père, voyait dans ses yeux le mélange de bonheur et de crainte qu'ils ressentaient tous deux. Il n'y eut pas de banquet, ni de lune de miel. Leur nuit de noces fut une marche jusqu'à la falaise, où le rugissement de la mer étouffait leurs promesses. Là, sous une voûte d'étoiles, ils jurèrent de s'aimer au-delà de la distance qui les attendait. « Où que j'aille, chuchota Emmanuel, je ne serai qu'un homme à moitié si tu n'es pas à mes côtés. » Camille serra sa main. Il n'était pas nécessaire d'en dire plus. La décision était prise. Emmanuel émigrerait au Québec, où un compatriote lui promettait du travail dans la construction. C'était la seule façon de briser le cercle de pauvreté qui étouffait le village. Les semaines suivantes furent une course contre le montre. Les papiers, les adieux aux parents, la vente des quelques biens qu'ils pouvaient convertir en argent pour le billet. Et puis, à la veille de son départ, cela arriva. Ils étaient assis sur le banc de pierre devant sa maison, regardant le coucher du soleil. Camille prit sa main et la posa sur son ventre. « Je ne serai pas seule, » chuchota-t-elle, et des larmes brillaient dans ses yeux. « Je porte notre enfant ici. » Emmanuel sentit le monde s'arrêter. Une vague de joie si féroce qu'elle lui courba l'échine, suivie d'une douleur si aiguë qu'elle lui coupa le souffle. Il allait être père, il allait manquer les premiers pas de son enfant, son premier mot, son rire. « Tu dois revenir, » dit Camille avec une force qu'elle n'ignorait avoir. « Pas seulement pour moi, maintenant pour nous trois. » Le lendemain, sur le même port où ils s'étaient retrouvés, les adieux furent différents. Ce n'était plus les au revoir de deux jeunes amoureux, mais la séparation d'une famille qui commençait à exister. « Appelle-le Loïc, si c'est un garçon, » demanda Emmanuel, serrant Camille dans ses bras comme si le monde allait finir. « Loïc, comme mon grand-père. » Le sifflet du bateau retentit, long et déchirant. Emmanuel monta la passerelle sans se retourner. Il ne pouvait pas. S'il voyait Camille, petite et vulnérable sur le quai, avec ses mains protégeant le ventre où grandissait leur avenir, il n'aurait jamais le courage de partir. Le bateau prit la mer. La Bretagne devint une ligne floue à l'horizon. Emmanuel resta sur le pont, regardant les mouettes qui suivaient le navire, se demandant si une d'elles reviendrait un jour à terre. Comme lui, comme il devrait le faire. La promesse de l'océan. Le vapeur Saint-Laurent fendait un océan d'incertitude. Emmanuel restait des heures sur le pont, regardant le sillage écumeux effacer toute trace de la terre qu'il aimait. Ce n'était pas un voyage, c'était un exil forcé. Autour de lui, une petite colonie de Bretons, de Normands et de Savoyards partageait son sort, des hommes aux mains calleuses et aux yeux tournés vers une Amérique qui n'existait que dans leurs rêves. Les conversations formaient une mosaïque d'espoir et de crainte. « À Montréal, il y a du travail pour qui veut travailler », disait un homme au visage buriné. « On construit beaucoup. »« Moi, on m'a dit que dans les chantiers on gagne bien », commentait un autre plus jeune. Emmanuel écoutait en silence. Ses mains, faites pour l'ébénisterie, se serraient avec force sur la rambarde. Ce n'était pas le travail dur qui lui faisait peur, c'était le temps. Le temps qui lui volerait la naissance de son enfant. Le temps pendant lequel Camille porterait seule le poids de l'attente et de l'éducation. Les nuits, dans la couchette partagée avec 3 autres hommes, le bruit de la mer devenait un rappel constant de la distance. Il sortait un carnet et, à la lumière d'une lampe vacillante, écrivait. C'étaient des lettres qu'il ne pouvait envoyer, des mots prisonniers entre l'Orient et Montréal.
Chère Camille, aujourd'hui j'ai vu un ciel si plein d'étoiles que j'ai cru pouvoir compter celles qui nous séparent. J'ai pensé au nom, Loïc Emmanuel, pour qu'il porte aussi celui de son grand-père. Crois-moi, chaque coup que je donnerai dans cette terre lointaine sera un clou de plus dans la maison que nous construirons. Le voyage devint interminable. La faim, le mal de mer et la nostalgie étaient des compagnons de route plus fidèles que les passagers eux-mêmes. Mais au plus profond de son être, une détermination d'acier commençait à se forger. Il ne partait pas seulement à la recherche d'un avenir, il allait accomplir une promesse faite à l'abri d'un chêne et scellée par la vie qui grandissait dans le ventre de Camille. Le jour où ils aperçurent la terre, un mélange de soulagement et d'anxiété s'empara de lui. Là se trouvait le Canada, une côte roqueuse et des forêts à perte de vue. Ce n'était pas la terre verte de Bretagne, mais il y déposait tous ses espoirs. Il prit l'oiseau de bois et murmura « Je reviendrai, Camille, avec le fruit de ce voyage entre les mains. » Montréal, ville de contraste. Le port de Montréal était un tourbillon de sons et d'odeurs qui assaillit les sens d'Emmanuel. L'air, chargé d'embrun, de poissons et de fumée, avait un goût de désorientation. Des hommes au visage buriné, chargés des ballots avec une force qui lui rappelait les Bretons, mais leurs mots résonnaient étrangement, mêlés à cet anglais qui lui semblait une musique barbare. La terre promise des opportunités était d'abord une ville de contrastes violents. De grandes avenues avec des bâtiments de style victorien se transformaient au coin d'une rue en ruelles de terre où les enfants jouaient pieds nus. Le soleil québécois, différent de celui de Bretagne, frappait avec une intensité qui pesait sur les épaules. Son premier refuge fut le centre breton, une maison au cœur du plateau Mont-Royal où l'odeur de crêpes et le son du biniou combattaient la nostalgie. Là, entre compatriotes, il décrochait ses premiers emplois, décharger des sacs au port, monter des murs sur des chantiers où la poussière de plâtre lui envahissait les poumons. Ses mains d'ébéniste, faites pour le détail et la précision, se couvraient d'ampoules et de gerçures. « Ici, il faut commencer par le bas, Emmanuel », lui dit un Breton plus âgé, Yves, qui vivait dans la ville depuis 20 ans. « Mais celui qui travaille finit par s'en sortir. » Emmanuel acquiesçait en silence. Les soirs, dans la pension bon marché qu'il partageait avec d'autres immigrants, il écrivait des lettres à Camille. Il mentait avec espoir. « Chère Camille, Montréal est une ville pleine de vie. J'ai trouvé du travail dans la construction et les compagnons sont bons. Le climat est froid, mais je m'y habitue. Je pense à toi et à Loïc à chaque heure. » Il ne lui racontait pas la faim qu'il ressentait parfois, ni la solitude qu'il rongeait, ni les regards méprisants de certains Montréalais qui voyaient en lui un plouc de Bretagne. Non, cette part de vérité ne voyagerait pas dans ses lettres. À la place, il fermait les yeux et s'accrochait à l'image de Camille berçant leur enfant, une image qu'il dessinait dans son esprit avec tant de détails qu'il pouvait presque la toucher. Un jour, Yves l'emmena sur un chantier dans le quartier d'Outremont. Le contremaître, impressionné par la force et la dévotion du Breton, lui demanda « Dis donc, tu connais les métiers du bois ?»« Je suis ébéniste », répondit Emmanuel avec une étincelle de fierté dans les yeux. « Un bon !» Cette simple phrase, ce fait de retrouver l'essence de ce qu'il était, lui valut un nouveau poste. Il ne chargerait plus de sacs. Il manierait à nouveau le marteau et le ciseau à bois. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son arrivée, il écrivit une lettre sans avoir à mentir. « Chère Camille, aujourd'hui la chance nous a souri. Je vais travailler de mon vrai métier. Chaque clou que j'enfoncerai sera un pas de moins qui nous sépare. » La sueur et le sacrifice. L'atelier de menuiserie dans le quartier du Mile End devint le nouveau monde d'Emmanuel. L'odeur du cèdre et du pin remplaça la poussière de plâtre et ses mains, enfin, retrouvaient la texture familière du bois. Sous ses soins, les planches brutes se transformaient en cadres de porte, en fenêtres qui accueilleraient la lumière montréalaise et en meubles qui raconteraient des histoires dans des foyers inconnus. « Ce Breton a de la magie dans les mains », commentait le maître menuisier, M. Théo, en observant Emmanuel donner les derniers coups à une armoire en érable. Mais le chemin n'était pas facile. Les journées commençaient avant l'aube et s'étendaient jusqu'à épuisement de la lumière.
Le salaire, bien que meilleur que dans la construction, restait modeste. Chaque dollar économisé était une pièce de plus pour l'avenir, une brique supplémentaire dans la maison qu'il rêvait de construire pour Camille et Loïc. Les lettres de Camille étaient son carburant. Elle parlait d'un enfant en bonne santé, qui rampait déjà, qui disait « maman » et qui, sur les photos qu'elle envoyait, avait ses mêmes yeux. Loïc demande son papa chaque jour. Il montre ta photo et sourit. Il a ton même sourire, Emmanuel, large et sincère. Le village est toujours le même, mais ta mère m'aide beaucoup. Nous attendons, mon amour. Nous attendons avec une patience que seul le vrai amour peut donner. Ces mots lui donnaient la force de supporter le poids de la solitude. Tandis que ses compagnons dépensaient leurs gains dans les tavernes et les fêtes, Emmanuel vivait dans une austérité presque monastique. Ce n'était pas de l'avarice, c'était de l'amour transformé en sacrifice. 2 années de travail infatigable passèrent. Emmanuel, désormais respecté pour son talent, commença à accepter des petits travaux à son compte. Une cuisine pour une famille aisée, un comptoir pour une boutique. Sa réputation grandit. La qualité de son travail parlait pour lui. Ce fut alors que M. Théo, devenu vieux, lui fit une proposition qui changerait sa vie. « Emmanuel, je vais prendre ma retraite dans mon pays. L'atelier, les outils, la clientèle pourraient être à vous. Je connais votre histoire. Je sais que chaque clou que vous enfoncez est pour retourner auprès des vôtres. Je vous vends l'affaire à un prix juste. » Emmanuel retint son front. C'était l'opportunité qu'il attendait. Avec l'atelier, il pourrait gagner assez pour faire venir sa famille. Cette nuit-là, il compta ses économies jusqu'au dernier centime. Ce n'était pas assez, mais il s'en approchait, très près. Il écrivit à Camille une lettre pleine d'un espoir tangible. Un espoir qu'on pouvait enfin toucher du doigt. « Le rêve est plus proche, Camille. J'ai trouvé la clé qui nous ouvrira la porte. Bientôt, très bientôt, je cesserai d'écrire des lettres et je commencerai à vivre à tes côtés chaque jour. Loïc connaîtra son papa, et moi je pourrai enfin vous serrer tous les deux dans mes bras. » La saveur du succès. L'atelier de M. Théo était maintenant à lui. Chaque outil, chaque établi, chaque copeau sur le sol lui appartenait. Et Emmanuel travaillait avec une dévotion qui frisait l'obsession. Il était plus seulement menuisier, il était le propriétaire, le gérant et l'âme d'une entreprise qui commençait à fleurir sous ses mains. Les mois passèrent et sa réputation de menuisier breton grandit. Son talent et sa parole ferme, une promesse est une promesse, le distinguèrent dans un océan de concurrence. La menuiserie commença à rapporter et pour la première fois, le futur cessa d'être un rêve lointain pour devenir un horizon atteignable. C'est dans ce moment d'aisance nouvelle qu'une idée germa dans son esprit. Une idée qui avait mûri lors des longues conversations avec d'autres immigrants au centre breton. Ce qu'il manque ici, confia-t-il un jour à son ami Yves, c'est un endroit qui ait le goût de la maison, où un breton puisse manger une crêpe, un bon quiga farce, et sentir que le temps d'un instant, il est rentré. Et où un Québécois, ajouta Yves, puisse goûter ses saveurs et comprendre pourquoi nous, les Bretons, avons le cœur si grand. C'est ainsi que naquit Arguedour, le gardien, une petite taverne au rez-de-chaussée d'une maison du centre-ville. Emmanuel investit toutes ses économies dans le local. Il conçut et construisit lui-même le comptoir, les tables et les chaises, avec des bois nobles canadiens, mais avec l'âme et le style des vieux ateliers de Bretagne. Sur la porte, il cloua fièrement l'oiseau de bois que Camille lui avait offert. Le succès fut immédiat, pas seulement auprès des Bretons nostalgiques, mais aussi des Montréalais curieux. L'endroit sentait le foyer, la tradition, les souvenirs transformés en saveurs. Emmanuel, avec son don pour les gens et son histoire de réussite, en devint l'âme. Il apprit à équilibrer la gestion de l'atelier le matin et celle du restaurant le soir. Finalement, après 8 ans de travail, de sacrifices et de nuits blanches, le jour arriva. Les comptes étalés sur le comptoir de son propre établissement, sous le regard attentif de l'oiseau de bois, il additionna ses économies une dernière fois. Le chiffre était clair, rond et suffisant. Assez pour le billet de retour, assez pour construire une maison digne, assez enfin pour tenir sa promesse. Cette nuit-là, il écrivit la lettre la plus importante de sa vie. « Cher Camille, mon amour, prépare les valises. Enfin, je rentre à la maison. » Les retrouvailles.
Le vapeur entra dans la rade de l'Orient sous un ciel d'un bleu intense, comme si la Bretagne elle-même avait décidé de revêtir ses habits de fête pour l'occasion. Emmanuel, sur le pont, ne pouvait détacher ses yeux de la ligne verte qui se rapprochait. 8 ans, 8 longues années résonnaient dans sa poitrine à chaque battement de cœur. Quand le bateau accosta, son regard chercha dans la foule. Et ils étaient là. Camille, plus femme, avec une sérénité sur le visage qui n'y était pas avant, et à ses côtés, un garçon de 8 ans, avec ses mêmes yeux et des cheveux rebelles. Loïc. En descendant la passerelle, ses jambes flanchèrent. Camille fit un pas en avant, des larmes coulant sur ses joues. « Tu es revenu ?» chuchota-t-elle. Et dans cette simple phrase tenaient 1000 nuits blanches, 1000 lettres écrites, 1000 rêves reportés. « Je suis revenu », confirma-t-il, la serrant dans ses bras comme si le monde allait finir. Puis, il s'agenouilla devant l'enfant qu'il observait avec un mélange de curiosité et de timidité. « Loïc !» dit Emmanuel, la voix brisée. « Je suis ton père. » L'enfant le regarda, puis observa le petit oiseau de bois qu'Emmanuel tenait dans sa main. Il était identique à celui que sa main lui avait toujours montré en disant que c'était la promesse de son père. « Maman dit que les oiseaux reviennent toujours au nid. »« Et ton père aussi ?» murmura Emmanuel, serrant son fils dans ses bras pour la première fois. Les semaines suivantes furent un rêve. Le village tout entier se mobilisa pour l'immigrant qui avait réussi en Amérique. Il y eut de fêtes, des repas et des retrouvailles. Emmanuel apprit à connaître son fils pour de vrai. Il lui apprit à sculpter le bois, lui parlait du Canada, l'emmena pêcher. Ce furent des jours dorés, où le bonheur était aussi tangible que le pain frais de sa mère. Mais, dans la quiétude de la nuit, Emmanuel et Camille parlaient de l'avenir. « Nous ne pouvons pas rester, Camille, » dit-il un soir, regardant le feu de l'âtre. « Au Canada, j'ai bâti quelque chose qui nous appartient, une affaire, une vie. C'est là-bas que se trouve notre avenir. » Elle le savait. Et même si cela lui brisait le cœur de penser à quitter à nouveau sa terre, elle acquiesça. « Où tu iras, nous irons. Cette fois, tous les trois ensemble. » Le jour du départ fut différent. Il n'y avait pas de déchirure, mais de l'espoir. Tandis que le bateau s'éloignait, Emmanuel serrait sa famille contre lui. Cette fois, il ne regardait pas en arrière avec douleur, mais vers l'avant avec détermination. Enfin, après tant de temps, son monde était complet. La germe de la trahison. Le retour à Montréal fut différent. Cette fois, Emmanuel n'arrivait pas seul avec une valise de rêve, mais avec sa famille et un capital considérable. Avec le succès d'Arguédour et de son atelier de menuiserie, il avait accumulé assez pour investir dans l'immobilier. En quelques années, son flair pour les affaires et son travail infatigable lui avaient valu une fortune modeste. Ce fut dans ce moment de prospérité que Jean Martin apparut dans sa vie. Un Français au regard facile et au sourire large qui fréquentait Arguédour. Il se présentait comme un homme d'affaires, un compatriote qui admirait la ténacité d'Emmanuel. « Mon ami, vous êtes la preuve qu'avec des efforts, on arrive loin, » lui disait Jean, trinquant avec lui. « Un homme comme vous devrait penser à diversifier, à assurer l'avenir de sa famille. » La confiance se construisit lentement. Jean se présentait toujours avec des opportunités lucratives, un terrain en valorisation, une affaire en vente. Emmanuel, avec la prudence bretonne, n'investit d'abord que de petites sommes. Les retours arrivèrent, ponctuels et généreux. La méfiance initiale se transforma en une confiance solide. Ainsi, passèrent près de 15 ans. Loïc grandit, devenu un jeune homme qui aidait dans les affaires familiales. Camille, bien que toujours avec une pointe de nostalgie, avait mis des racines à Montréal. Ce fut alors qu'Emmanuel, la barbe déjà grisonnante, prit la décision la plus attendue. « Il est temps de rentrer à la maison », annonça-t-il un soir, « de profiter de notre terre pour le temps qui nous reste. » Ils vendirent tout avec l'urgence de celui qui voit la fin du voyage approcher. Il ne restait plus qu'à liquider quelques dernières propriétés et des économies déposées à la banque. Ce fut alors que Jean Martin se proposa avec son sourire habituel. « Mon ami,
Ne vous inquiétez pas, je reste ici. Avec mon pouvoir notarial, je liquide ce qui reste et vous envoie le capital en Bretagne. C'est le moins que je puisse faire pour vous après tant d'années d'amitié. » Emmanuel, aveuglé par l'émotion du retour et par 15 ans d'une loyauté apparemment inébranlable, signa les documents sans la moindre suspicion. Il remit à Jean Martin non seulement sa confiance, mais le fruit de toute une vie de travail. Les adieux à Montréal furent doux. Il croyait que c'était la fermeture parfaite d'un chapitre. Tandis que le bateau appareillait, Emmanuel serrait Camille et Loïc dans ses bras, croyant que le pire était derrière eux. Il ne savait pas que la trahison la plus profonde voyageait avec eux, tapie dans ses documents signés, attendant son moment pour frapper. Le piège. La première lettre fut envoyée 1 mois après leur arrivée au village breton. Emmanuel, calmement, s'enquit de l'état des démarches. Aucune réponse. La deuxième lettre, 1 mois plus tard, était un peu plus pressante. Aucune réponse non plus. La troisième, la quatrième, des semaines qui se transformaient en mois. Un silence lourd comme une pierre tombale commençait à s'installer dans le foyer d'Emmanuel. Camille le voyait examiner encore et encore les documents des propriétés, les copies des procurations notariales qu'il avait accordées à Jean Martin. « Il doit y avoir un problème, Emmanuel », tentait de le calmer Camille. Un retard dans les banques peut-être. Mais dans ses yeux, Emmanuel voyait la même peur que la sienne. Finalement, après 6 mois d'angoisse, une lettre arriva. Elle ne venait pas de Jean, mais d'un ancien employé d'Arguédour à Montréal, un homme loyal envers Emmanuel. « Monsieur Emmanuel, je vous écris le cœur lourd. Des rumeurs courent ici, des rumeurs que Monsieur Jean Martin a vendu toutes vos propriétés au nom d'une entreprise à lui. On dit qu'il a acheté un domaine au nord et qu'il dépense sans compter. Je crains, Monsieur Emmanuel, qu'on vous ait trompé. » La lettre tomba des mains d'Emmanuel. Le monde s'arrêta. Ce n'était pas un retard, c'était une trahison calculée, froide, perpétrée pendant des années par un homme qui s'était fait passer pour son ami. « C'est impossible !» cria-t-il, pour la première fois, avec une douleur qui déchirait l'âme. « Je lui ai fait confiance, je lui ai tout donné !» Cette nuit-là, devant l'âtre, il prit la décision la plus difficile. Il devait retourner à Montréal. Il n'y avait pas d'autre option. C'était son argent, oui, mais c'était bien plus. C'était le fruit de toute une vie de sacrifice, d'années loin des siens, de nuits blanches. C'était l'avenir qu'il avait promis à Camille et à Loïc. « Je dois y aller », dit-il, la voix rauque par l'émotion. « Je dois lui faire face. » Camille, les larmes aux yeux, ne put que acquiescer. Elle savait qu'il n'y avait pas moyen de l'arrêter. Elle savait que l'honneur et la justice l'appelaient. Emmanuel repartit, mais cette fois, il n'y avait pas d'espoir dans son regard. Seulement une détermination féroce et une douleur profonde. Tandis que le bateau s'éloignait, Camille, sur le quai, sentit un froid dans le cœur qui ne venait pas de l'hiver. La dernière bataille. Le retour à Montréal fut un voyage fantomatique. Là où il voyait autrefois des opportunités, Emmanuel ne voyait maintenant que les scènes de sa propre naïveté. Chaque rue, chaque bâtiment qu'il avait aidé à construire lui rappelait les années de travail que Jean Martin lui avait volées. Il ne venait pas négocier, il venait réclamer ce qui lui appartenait. Il se rendit directement au bureau de Jean, le même endroit où, des années plus tôt, ils avaient signé les documents d'association, était maintenant le théâtre de l'affrontement final. Jean l'accueillit avec un sourire tendu, mais ses yeux ne cachaient plus la duplicité. « Emmanuel, quelle surprise! Je ne t'attendais pas si tôt par ici. »« Tu savais que je reviendrais, Jean. Tu as volé le fruit de toute ma vie. » Le sourire de Jean s'effaça, le masque tomba. « Les affaires sont des affaires, mon ami. Parfois on gagne, parfois on perd. Tu as signé les documents. Tout était légal. »« Légal, oui, mais injuste !» cria Emmanuel, la voix brisée par la rage. « J'ai eu confiance en toi, comme en un frère. » La dispute s'intensifia. Les mots devinrent des couteaux. Jean, acculé et craignant qu'Emmanuel n'aille aux autorités, proposa une ultime rencontre. « Demain, dans l'entrepôt du port. Là, je te donnerai une compensation.
Quelque chose vaut mieux que rien, non? C'était un piège. Emmanuel le savait. Mais cela ne lui importait plus. La dignité était tout ce qui lui restait. Cette nuit-là, dans une pension misérable, il écrivit sa dernière lettre à Camille. Ce n'était pas une lettre d'adieu, mais une lettre de vérité. Chère Camille, si tu lis ceci, c'est que la chance ne m'a pas souri. Mais je veux que tu saches que je l'ai fait pour nous, pour notre honneur. Tout l'argent du monde ne vaut pas un seul jour à tes côtés. Prends soin de Loïc. Et souviens-toi que je t'ai aimé depuis le premier jour où je t'ai vu et que je t'aimerai au-delà de cette vie. À l'aube, il se rendit au port. La brume matinale s'accrochait au quai comme un présage. Jean l'attendait dans l'entrepôt, mais il n'était pas seul. 2 hommes cagoulés émergèrent de l'ombre. La dernière image d'Emmanuel ne fut pas celle des lâches qui mirent fin à ses jours, mais celle de Camille, avec son sourire de printemps sous le chêne de leur village. On n'entendit plus jamais parler de lui, son corps disparut dans les eaux troubles du port. Un immigrant de plus, avalé par le rêve brisé de l'Amérique. L'écho de l'absence. Au village, le temps passa avec le poids de plomb de l'absence. Camille et Loïc attendirent pendant des années. Lettres, démarches, recherches, tout fut inutile. Emmanuel était devenu un fantôme. Une histoire que les anciens du village racontaient à voix basse. Loïc grandit et devint ébéniste, comme son père. Dans son atelier était accroché l'oiseau de bois original, celui qu'Emmanuel avait sculpté pour Camille. Camille, devenue vieille, passait ses après-midi à regarder la mer depuis la falaise. Non pas avec tristesse, mais avec la certitude tranquille qu'un jour, dans une autre vie, la mer leur rendrait ce qu'elle leur avait arraché. Et les nuits de tempête, quand le vent fouette les chênes du village, certains jurent entendre l'écho d'une promesse faite il y a si longtemps. Je reviendrai, même si je dois marcher sur le feu. Et ainsi, entre soupirs et silence, nous arrivons à la fin de cette histoire. La vie d'Emmanuel, Camille et Loïc devient un écho qui voyage de la Bretagne jusqu'au Canada, nous rappelant que l'amour et la trahison partagent souvent le même chemin. Si ce récit a touché votre âme, n'oubliez pas de vous abonner à Un café, une histoire pour nous accompagner dans de prochaines voies, d'autres destins. Nous voulons savoir de vous, de quel coin du monde nous écoutez-vous? Laissez-le nous dans les commentaires. Chaque café partagé est un lien invisible qui nous unit à travers les histoires. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre complicité et pour avoir choisi ce moment pour écouter. À la prochaine histoire et à la prochaine tasse de café.